Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. La Russie dénonce des attaques massives de drones sur son territoire. Moscou dit en avoir abattu plus de 300 cette nuit dernière, dont une centaine dans le ciel de la capitale, du jamais vu depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Un coup de force à quelques heures de l'ouverture en Arabie Saoudite de pourparlers très importants entre Ukrainiens et Américains. Ces jours d'élection au Groenland, élection législative, le scrutin important pour l'avenir de l'île, convoité par les États-Unis de Donald Trump pour ses terres rares et son emplacement stratégique. Un territoire autonome qui dépend aujourd'hui du Danemark, mais dont l'immense majorité de la population semble espérer surtout un calendrier vers l'indépendance. Et c'est sans doute la première fois de l'histoire que l'on suit à ce point un scrutin dans ce territoire, on l'a dit, immense mais peuplé d'à peine 60 000 habitants. Territoire semi-autonome rattaché à la couronne du Danemark. Il y a la gourmandise américaine bien sûr, mais l'intérêt en soi aussi que représente cette région méconnue, riche de son sous-sol, de sa position stratégique et de sa culture inuit ancestrale. Bienvenue au Groenland, ça pourrait être le nom de cette émission baptisée Groenland, la grande convoitise, avec Mika Blujon-Mered d'aujourd'hui, Dominique Simoneau et James André. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Simoneau. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes cofondatrice de l'association Diagonale Groenland qui promeut, entre autres choses, la culture des peuples du Grand Nord et autrice du livre Expérience Inuit. Vous connaissez très bien le Groenland, vous y avez vécu. Vous nous raconterez tout à l'heure votre expérience. Bonjour Mika Blujon-Mered. Bonjour. L'un des spécialistes de la spécialité chargé d'enseignement en géopolitique des Outre-mer à Sciences Po, spécialiste des pôles, auteur de Les mondes polaires qui est sorti aux presses universitaires de France. Bonjour James André. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, grand reporter à France 24. Vous êtes allé au Groenland également pour tourner un grand format. Qui eût cru qu'on parlerait tant du Groenland que depuis quelques semaines que Donald Trump répète à l'envi qu'il veut faire de ce territoire semi-autonome une terre américaine. Alors puisque le président américain veut absolument nous y emmener, eh bien allons-y. Île immense, on l'a dit, la plus grande du monde, 2 millions de kilomètres carrés. C'est grand comme le Mexique, avec un peu moins de 60 000 habitants. C'est moins peuplé qu'une ville comme Chambéry, ici en France. Christophe Dansette nous disait tout à l'heure, pour la petite blague, qu'il y a moins de monde au Groenland que ce soir à Liverpool pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au PSG. Mika Blujon-Mered, peut-être pour commencer, c'est un territoire de paradoxe, le Groenland. C'est un territoire de paradoxe à plus d'un titre. Et effectivement, qui eût cru qu'on en parle autant? J'ai envie de dire moi, plutôt nous autres, dans la communauté effectivement qui suivons les affaires groenlandaises, parce que c'est juste simplement quelque chose qui était inéluctable. D'une part, c'est la suite d'une longue dynamique qui date des années 50 d'accession des Groenlandais à une forme d'indépendance, on va en reparler, mais c'est aussi une dynamique qui est liée à tout simplement la géopolitique de l'Arctique qui est bouleversée, qui change et qui est donc un territoire de paradoxe où d'un côté, c'est la zone qui est la première victime du réchauffement climatique, mais de l'autre côté, plus cette zone est victime du réchauffement climatique, plus elle attire des convoitises, et on le sait depuis 10 ans, depuis 15 ans, effectivement, les États-Unis sont particulièrement focalisés sur le Groenland parce que c'est peut-être l'une des terres les plus facilement exploitables pour eux. Et on va y revenir, bien sûr. Dominique Simoneau, ce Groenland, vous le connaissez, vous y avez vécu. On dit que c'est un territoire hostile. 80% de la superficie du Groenland est recouverte de glace. Hostile, c'est un... Non, ça vous plaît pas? Pas hostile? Non, je dirais plutôt exigeant, mais pas hostile, oui. Racontez-nous, c'est comment de vivre au Groenland? Vous avez vécu sur la côte Est, vous avez vécu tout un hiver. Oui, enfin, j'ai vécu, c'est un bien grand mot. J'y ai passé effectivement les 6 mois d'hiver dans ce village que j'aime beaucoup, qui est un village qui représente à peu près l'exact opposé de ce que peut être la capitale Nuuk aujourd'hui. Nuuk, c'est pratiquement, je crois, aujourd'hui 20 000 habitants. Presque 20 000, ouais, déjà. Donc, une grosse partie de la population groenlandaise habite à Nuuk et d'une façon générale sur la côte ouest, alors que la côte est, qui du nord au sud représente à peu près 3 000 km, je crois qu'il y a 3 000 ou 3 500 habitants. Et là, on y vit de façon traditionnelle? On y vit, alors, de façon très moderne d'une certaine façon, parce qu'ils ont été, je crois, bien avant nous, des utilisateurs des réseaux de Facebook. Enfin, je crois que c'est pour eux un outil vital de communication, mais en même temps avec une
une intimité avec leur environnement naturel qui est très bluffante pour nous occidentaux. James André, cette côte est groenlandaise, vous y êtes allé aussi en je me suis rendu également à Ittoqqortoormiit parce que c'est en fait le village le plus septentrional, donc le plus au nord de la côte est du Groenland. C'est un endroit vraiment très particulier parce que d'abord son histoire est intéressante et intéressante aussi par rapport à ce qu'on se raconte aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que ce village a été créé en 1925 par les Danois pour asseoir leur souveraineté sur cette partie du Groenland. C'est où sur la carte, pardon, James? Alors, c'est en fait, on le voit parce que Ittoqqortoormiit se trouve à l'entrée du Scoresby-Sund, qui est le plus grand fjord au monde. Donc, en fait, c'est cette découpe qu'on voit dans la côte, cette langue de mer qui rentre dans les terres, et c'est vraiment à l'embouchure de cet endroit. Donc, en fait, à l'époque, il n'y avait personne parce que c'était trop au nord. Alors, c'est vrai que quand on arrive, c'est impressionnant. Alors, vous pouvez en parler aussi, mais c'est vrai que d'abord, pour y aller, moi, j'y avais passé 15 jours. Parce que j'avais un reportage à faire. J'y suis allé 15 jours. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un seul avion qui se pose à Närleriitilät, qui est l'aéroport qui se trouve à 40 km de là, qui est un aéroport complètement isolé dans une vallée, enfin voilà. Il y a donc 2 avions. Il y a un avion par semaine. Et donc une semaine, c'était trop court. Pourquoi? Parce que vous arrivez là-bas, vous avez un tournage à réaliser, ça coûte relativement cher. Vous pouvez être pris dans une tempête de neige qui dure 5 jours et ne pas tourner une image, ne pas sortir de la maison. Nous, on a eu beaucoup de chance. On a eu une météo extraordinaire, je dois le dire. Et ensuite, dans cet avion, pour vous dire, il y a la place pour 2 bagages. Nous avions réservé les 2 bagages, qui nous avaient obligés à l'époque, parce que je ne le savais pas, à décaler notre départ d'une semaine, parce que dans l'avion de la semaine précédente, il y avait déjà un sac qui était pris, donc on ne pouvait pas en mettre un deuxième. Donc c'est vrai que ça vous donne un ordre d'idée un peu de la difficulté. Une fois sur place, nous on est arrivé, c'était l'été, vous étiez en hiver, donc nous on voyait le soleil tourner dans le ciel comme ça, et il faisait jour absolument tout le temps. Mais juste pour vous dire, donc on a déplacé, les Danois à l'époque ont déplacé une population d'environ 70 personnes dans un premier temps, elle a cru jusqu'à environ 600 personnes, avant de retomber à environ 350 aujourd'hui, pour asseoir leur souveraineté dans cette zone en leur promettant finalement du gibier et des ressources naturelles. Ce qui était le cas des ressources de gibier, il y en a effectivement, et c'est une communauté de chasseurs à la base, mais c'est un endroit effectivement très particulier, très isolé et très fascinant, il faut bien le reconnaître. Voilà, une terre de paradoxe, on le comprend aussi entre cet endroit-là et cette capitale Nuuk. On va y retrouver tout à l'heure notre envoyé spécial Clovis Casali. Alors maintenant, Mika Blujon-Mered, on va devoir aller rapidement. On en vient au statut aujourd'hui du Groenland. On dit que c'est un territoire semi-autonome rattaché à la couronne danoise. C'est bien sûr le fruit d'une longue histoire, c'est le fruit de la colonisation. C'est le fruit d'une colonisation. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Groenlandais d'aujourd'hui sont arrivés au Groenland plutôt aux alentours des années 1200-1300 après Jésus-Christ, et donc fondamentalement ne sont pas forcément les premiers peuples du Groenland. C'est important parce qu'aujourd'hui ça fait qu'au Danemark on a effectivement des populations, donc plutôt généralement des gens plutôt issus de partis d'extrême droite qui viennent dire aux Groenlandais c'est pas votre terre, pas plus que celle des Danois, pas plus que celle de quiconque, donc vous n'avez pas de droit d'aînesse particulier sur cette terre-là. Ça me paraît important pour la suite sur les questions d'indépendance. Et donc fondamentalement ils s'installent, bon bref, et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à partir de 1721, vous avez des missionnaires dano-norvégiens qui reviennent finalement sur le territoire, après les Vikings que tout le monde connaît des années 1000, et qui essayent de recréer effectivement des colonies. Et donc dans ce contexte-là, il y a eu effectivement plus de 300 ans de colonisation, en tout cas c'est comme ça que c'est vu et c'est narré aujourd'hui dans la culture politique groenlandaise, avec en 1953, le fait de sortir de statut qui fait que le Groenland était territoire faisant partie du Danemark et devient un territoire sous forme de colonie du Danemark. Donc on commence à partir de 1953 à faire une séparation entre le Danemark et le Groenland. 1979, il devient un territoire semi-autonome, mais avec uniquement quelques items de politique publique en leurs mains. Et puis à partir de 2009 surtout, là, il devient un territoire véritablement semi-autonome au sens où tous les grands pans de politique publique, à commencer par l'énergie, les ressources naturelles, etc., qui pourraient permettre de financer leur indépendance, est dans leurs mains. Il a son propre gouvernement, le Groenland a son propre gouvernement, avec son propre Premier ministre. Tout à fait. Un territoire, d'un mot encore, qui a été, alors bien sûr on va évoquer les États-Unis aujourd'hui, mais qui a été au cours de ces 3 derniers siècles longtemps disputé, notamment par la Norvège. Exactement, en fait le point de base c'était de dire, est-ce que le Groenland est norvégien ou est-ce qu'il est danois? Et donc là-dessus, ce qui était véritablement en litige, c'était la partie est, la côte est que vous avez déjà évoquée, du Groenland, qui a fait l'objet d'arbitrages internationaux en 1933, qui a consacré le fait
dire que le Groenland dans son intégralité appartenait au Danemark. Mais on était ici dans un Groenland évidemment colonisé. Et donc ce que les Américains disent aujourd'hui, ou plutôt ce que Donald Trump dit, on ne sait pas si le Danemark a vraiment une base légale pour revendiquer le Groenland. Bon, en réalité, s'ils ont cette base légale et la décision de 1933, c'était parce qu'en 1917, les Américains avaient reconnu le Groenland dans son intégrité comme étant danois. L'immense majorité aujourd'hui, Dominique Simoneau, des Groenlandais, j'espère ne pas dire de bêtises, est descendante des Inuits ? Alors, ce sont des Inuits, au même titre que les Inuits de l'Arctique canadien. C'est quand même une grande famille de population. C'est à peu de choses près la même langue avec des 17 dialectes différents. Dites-nous comment on dit l'Inuktitut. Alors, l'Inuktitut, c'est la langue des Inuits du Canada. Ah, du Canada. Voilà. Donc, et alors, celle des... en particulier. Du Nunavut particulièrement. Et celle des Inuits du Groenland. Je dirais même de l'ouest de l'est du Nunavut. Soyons précis sur les termes. Voilà. Et alors, la langue des Inuits du Groenland, c'est ? Alors, ça dépend si vous êtes du nord, de la côte ouest ou de l'est. Donc, la langue officielle, c'est celle de l'endroit où la majorité de la population réside, c'est-à-dire la côte ouest plutôt sud, c'est le Kalaallit, alors qu'à l'est, on parle le Tunumisut. Et cette mémoire, voilà pour ce point langue, c'est important, pardon pour mon erreur, et ce point, cette colonisation, ces heures sombres de la colonisation de James André, c'est plus qu'un petit sujet, c'est intrinsèque à la société aujourd'hui groenlandaise. Écoutez, moi quand j'étais effectivement à Itokotormit, j'ai posé la question. Après, c'est vrai que c'est une communauté bien spécifique, mais... Très clairement, c'est intéressant parce qu'on se rend compte quand on est sur place qu'effectivement un village comme Itokotormit dépend, on va dire, quasi intégralement d'une aide qui provient de l'extérieur. Bon, il y a 2 bateaux qui viennent par an livrer l'unique supermarché qui est lui-même subventionné, tout coûte extrêmement cher, etc. Pour autant, quand on parle aux gens d'Itokotormit, ils vous disent qu'ils sont plutôt en faveur de l'indépendance. À peu près tous ceux que j'ai rencontrés. Ils disent, voilà, on ne veut pas être sous le joug du Danemark. Et une des raisons pour cela, c'est vrai qu'une chose qui a laissé beaucoup de traces, c'était cette politique de pose de stérilets qui s'est passée dans les années 60-70, où les Danois sont effectivement arrivés pour essayer de contrôler une natalité qui était effectivement très très forte. Quand on reprend les rapports d'époque, on avait... dans certains cas, jusqu'à 9 enfants par femme avec des premières grossesses extrêmement jeunes. On parle de 1960. On parle de 1960. Pour ceux qui nous regardent. Oui, pardon, 1960. Et effectivement, les Danois sont arrivés avec une politique de pose de stérilets qui, en réalité, a causé des tas de problèmes de santé à ces femmes qui ont été posés à des femmes jeunes qui n'avaient pas encore eu d'enfants, qui se sont donc retrouvées stériles par la responsabilité des Danois. Quand vous lisez les rapports danois d'époque, c'est remarquable parce qu'il est écrit que c'était une politique publique qui est un succès flamboyant. Et en fait, ça a causé beaucoup de souffrance sur place. Et c'est quelque chose qui ressort souvent. Mais d'une manière générale, on nous dit, voilà, nous ne voulons pas, juste pour finir sur comme on dit les gens d'Itokotormit, nous voulons notre indépendance. Nous voulons aussi être indépendants de l'Union européenne parce qu'elle est vécue, et ça, quand on en parle avec les chasseurs traditionnels, ils vous disent, on nous interdit de vendre les peaux d'ours polaires, c'est pas normal, c'est notre gagne-pain, on met des limites sur ce qu'on a le droit de chasser, on ment. Alors ça, c'est quelque chose qu'on m'a raconté aussi, sur le nombre de spécimens restants. Personne ne sait combien il reste d'ours polaires, personne ne sait combien il reste etc. Et donc, ils sont dans une posture où, à la fois, ils ont besoin de soutien de la part de l'Union européenne et du Danemark, mais dans le même temps, il y a une vraie contestation d'un certain nombre de politiques qui sont vécues vraiment comme un joug dont ils souhaitent s'émanciper. Pour revenir sur le traumatisme de la colonisation, Mika Blujon-Mered, il a fallu attendre 2022, je crois, pour que l'État danois lance une commission d'investigation sur les heures sombres de la colonisation, c'est ça ? Oui, en fait, ça a été lancé. En fait, il y a eu déjà une première commission de réconciliation en 2013 qui avait été lancée à l'initiative du gouvernement groenlandais, donc le Naalakkersuisut. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, le Copenhague, l'administration danoise ne collaborait pas véritablement dans cette commission. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu effectivement 2019 et Donald Trump, déjà premier mandat, il a fallu cette initiative de proposer le rachat du Groenland pour la 3e fois. C'est la 3e fois que les États-Unis dans l'histoire proposaient de racheter le Groenland. Il a fallu donc que Donald Trump fasse cette dynamique-là, crée cette dynamique-là pour qu'à Copenhague, il y ait finalement un sentiment de urgence en disant il faut absolument que peut-être on redonne un petit peu plus d'ouverture et un petit peu plus d'écoute aux Groenlandais parce que sinon on va les perdre. Et pour le Danemark, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, d'un point de vue minéraux, d'un point de vue, bref, de plein de points de vue, ce serait une perte
absolument importante de perdre le Groenland. Donc dans ce contexte-là, les Danois ont commencé à ouvrir les archives, ont commencé à ouvrir la discussion, et en 2022, une nouvelle dynamique de réconciliation-discussion a été réouverte, cette fois-ci à la co-initiative de Copenhague et de Nuuk, dans un contexte, et je vais ajouter ce point-là qui est important, où côté Nuuk, le Parlement, cette fois-ci, donc l'Inatsisartut, avait lancé une commission tout simplement, une constituante pour créer une constitution groenlandaise. Et ça aussi, c'est un point sur lequel les Danois sont de plus en plus vigilants. Et donc, c'est pour ça que ces questions des stérilets ont réémergé. C'est d'autres enjeux sur lesquels on peut parler, la cryolite, par exemple. Et fondamentalement, quand on a vu le Premier ministre actuel, Mutsi Egede, Premier ministre groenlandais, au mois de décembre dernier, qualifier cette pose de stérilet de génocide inuit, là, pour le coup, au Groenland, il y avait ce sentiment de « Ah, on commence enfin à dire les termes ». On va l'entendre dans un instant, le Premier ministre groenlandais, il a parlé cette nuit à la télévision danoise là-dessus, sur le traumatisme de la colonisation danoise. Oui, on le ressent quand... il y a un ressenti, je dirais, assez violent, en tout cas, dans ce village d'Itokortormit. C'est assez présent et c'est un peu tous azimuts. Et je pense aussi qu'il y a une montée en puissance de ce réflexe anticolonial depuis ces 5-6 dernières années, où on sent effectivement qu'il y a une montée. Les révélations sur les poses de stérilets, effectivement, c'est pourtant quelque chose une information qui est accessible en France depuis fort longtemps, parce que c'est un phénomène qui avait été très bien étudié par Joëlle Robert Lamblin, donc grande anthropologue française qui a marché dans les pas de Paul-Émile Victor, et qui a fait des rapports sur ces politiques natalistes, on va dire, plus largement que le simple pose de stérilet. Si je me souviens bien, c'est fin des années 60. Ouais, donc, oui. Il y a un ressenti assez fort. Et plus largement, il y a un rapport avec Copenhague qui est teinté d'un sentiment de mépris, d'un sentiment de racisme. Oui. Alors, c'est un peu... haine, amour, parce que malgré tout, lorsque les enfants à l'école marchent assez bien, vers 13-14 ans, les familles les envoient quand même au Danemark, donc c'est avec des retours très très difficiles, des arrachements très très marqués. Je pense que c'est tant que la côte ouest ne leur permet pas encore d'avoir suffisamment de place pour l'éducation. James, oui. Non, simplement, il y a beaucoup de monde effectivement qui est passé par le Danemark. Ça, on le voit quand on parle avec les gens. Très souvent, ils ont été au Danemark. Donc, il y a un vrai lien en réalité entre les deux pays, effectivement. Il y a, on m'a dit sur place, j'ai pas pu vérifier ce chiffre, mais que dans ce village, il y a 50% de la population qui n'est jamais sortie du village. On apprend le danois à l'école au Groenland, parce que l'inverse, pour le coup, n'est pas vrai. Je crois qu'il y a des députées groenlandaises qui siègent au Parlement du Danemark qui ont eu des difficultés de langue, n'ayant pas eu de traduction pendant longtemps. Vous faites référence au cas de Aki-Matilda Högh-Dam, qui en fait n'est pas du tout en difficulté d'un point de vue langagière, mais qui justement a utilisé ce fait-là, d'un point de vue politique exactement, qui a tout simplement fait la grève du danois, c'est-à-dire qui, au Parlement groenlandais, pour avoir une vraie reconnaissance des problématiques qu'elle poussait, parce qu'il y a 2 députés élus pour le Groenland au Parlement danois, et bien simplement, elle a fait la grève du danois pour que petit à petit, il y ait effectivement donc plus de reconnaissance et de traduction. Il y a un point que je voulais évoquer rapidement, d'un point de vue géopolitique qui est très important, c'est que les Groenlandais ne se sentent pas européens. Ils se sentent européens par défaut. Sachant que par défaut, ils font donc partie du Danemark, qui lui-même fait partie de l'Union européenne. Ce qui fait qu'ils ont la citoyenneté européenne. Mais en fait, comment ça s'est fait ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, 1953, ils sont un territoire du coup colonisé. Quand le Danemark rejoint la communauté européenne en 1973, les Groenlandais n'ont pas leur mot à dire. En 1979, ils deviennent un territoire semi-autonome. Là, ils ont leur mot à dire. Ils provoquent un référendum en 1982 et en 1985, ils quittent le Groenland quitte l'Union européenne et a le statut actuel maintenant de pays et territoire d'outre-mer. Et fondamentalement, sur toutes les logiques politiques, statutaires, les logiques liées à un sentiment de racisme, ou en tout cas un sentiment de dégradation ou de dénigrement culturel, sur la problématique du fait que vous n'avez pas de lycée et que si votre gamin il marche bien, il faut l'envoyer au Danemark pour qu'il puisse continuer ses études, etc. Sur toutes ces problématiques-là, en fait, ce sont des problématiques qu'on retrouve dans beaucoup de territoires d'outre-mer, que ce soit les territoires d'outre-mer américains
danois, français évidemment, ou encore portugais, on retrouve ces mêmes dynamiques partout. James, c'est là que Donald Trump, non pas arrive, mais revient, parce que Mika Blujon-Mered l'a dit à l'instant, il l'avait déjà dit en 2019, revient non pas à secouer le cocotier, mais l'igloo, si vous me permettez l'image. Il n'y a pas d'igloo. En quoi? Non, mais parce que je veux être la personne qui porte tous les clichés lors de cette émission. Voilà, c'est pour un peu détendre l'ambiance, qui est très bonne. Donc Donald Trump, en fait, est très cohérent avec lui-même, hein, mais d'une certaine façon, il est cohérent avec la politique américaine à l'égard du Groenland. Michael disait à l'instant, il y a une présence américaine au Groenland depuis 1951. Bien avant, même. 1940. Avant, 1940, en fait, oui. Bon, en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand le Danemark a été occupé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ambassadeur danois aux États-Unis a placé le Groenland sous protectorat américain. Et donc, les Américains se sont retrouvés à administrer le Groenland de 1940 à 1945. D'ailleurs, c'est intéressant, ils en ont profité pour construire 2 aéroports qu'il n'y avait pas à l'époque sur l'île, et notamment, effectivement, la base, ils ont posé les bases de la base militaire aujourd'hui de Pituffik, qui est donc la base militaire américaine la plus au nord sur le globe, qui aujourd'hui est administrée par la Space Force et qui aujourd'hui est une base qui sert principalement à tout ce qui est antimissile. Elle a servi pour des bombardiers stratégiques à certaines époques, elle a servi évidemment à surveiller la zone, et cette base est toujours présente. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans la vision de Trump, il n'y a plus, on va dire, d'alliances telles qu'on les imaginait il y a maintenant 50 jours. C'est-à-dire que, à la limite, pour les Américains, le Danemark administrait le Groenland, finalement, c'était le bloc occidental, et donc il n'y avait pas de problème, on avait sa base militaire, on pouvait surveiller tout ce qui se passait, etc. Dans la logique plus transactionnelle de Donald Trump, eh bien, il y a des ressources. L'Union européenne n'est plus forcément le même niveau d'alliance stratégique, et aujourd'hui, l'idée de dire, eh bien, après tout, s'il devait y avoir une guerre, ça devient de plus en plus stratégique, on l'a dit avec la fonte des glaces, eh bien, c'est nous qui le défendrions, donc pourquoi est-ce qu'on ne se l'approprierait pas? Quelque part, c'est ça la logique, s'approprier le Groenland, et surtout s'approprier toutes les ressources, le contrôle des routes maritimes. Et quand on prend une carte, on se rend compte que le Groenland est au centre, en réalité, d'une future tempête géopolitique, puisque quand on prend les pays qui le bordent, vu du dessus, on se rend compte que c'est la Russie, que c'est effectivement le Canada, que c'est l'Union européenne, que les Chinois aussi sont très présents, mais par des navires. On va y revenir. Pourquoi est-ce que la gourmandise de Donald Trump fait plutôt les affaires du camp indépendantiste groenlandais? Avant que vous répondiez à cette question, Mika Blujon-Mered, on va écouter ce qu'en pense le Premier ministre du Groenland. Donc je vais m'épargner de prononcer le nom ou de mal le prononcer. On va l'écouter et puis on en parle juste après. Je pense qu'il s'agit d'une élection cruciale et la première chose que nous devons faire juste après ces élections est de rendre les choses encore plus claires. Le Groenland appartient aux Groenlandais. C'est ce qui sera communiqué aux Américains. Il y a un président aux États-Unis qui est très imprévisible, ce qui fait que les gens ne se sentent pas en sécurité. Nous méritons d'être traités avec respect et je ne pense pas que le président américain l'ait fait depuis son investiture. Alors voilà, pour Mouti Egede, Premier ministre du Groenland, ce qu'il faut que les gens qui nous regardent comprennent, Mika Blujon-Mered, c'est que l'immense majorité des Groenlandais sont pour l'indépendance, mais ils ne sont pas tous pour la même formule, c'est ça? C'est exactement ça. Aujourd'hui, sur l'offre politique groenlandaise, vous avez effectivement... Allez, on va dire 6 partis majeurs. Et sur ces 6 partis majeurs, il n'y en a guère qu'un qui est unioniste, donc c'est-à-dire qui maintient toujours cette logique de rester sous une forme d'association avec le Danemark. Donc tous les autres sont indépendantistes. Tous les partis au pouvoir qui se sont succédés depuis que le Groenland a un gouvernement, 1979, ont été des partis indépendantistes. Mais donc chacun, que ce soit Siumut d'un côté, Inuit Ataqatigiit, dont est issu le Premier ministre Mouti Egede actuellement, ce sont des partis qui ont effectivement des visions très différentes de l'indépendance pour 2 raisons. D'une part, indépendance, comment? C'est-à-dire, quels sont les vecteurs économiques qui vont permettre de générer les revenus pour l'État groenlandais, qui vont lui permettre donc de se débarrasser des revenus de transfert, donc des subsides que lui donne le Danemark d'un côté, mais aussi l'Union européenne et dans une certaine mesure les États-Unis. Ça, c'est un élément clé. Et donc certains vont vouloir développer l'uranium, d'autres vont vouloir développer les terres rares, d'autres le pétrole. On peut en reparler dans le détail. Et puis le deuxième sujet, c'est l'indépendance, mais selon quel cadre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, tous les sondages sont effectivement constants depuis plus de 15 ans, qui montrent que les 2/3 des Groenlandais, en règle générale, sont pour l'indépendance. Mais les 2/3 des Groenlandais sont pour l'indépendance. Il y a quand même, parmi ces 2/3 de Groenlandais pour l'indépendance, 3/4
de ces 2/3 qui finalement disent on est pour l'indépendance, mais uniquement si l'indépendance ne grève pas notre niveau de vie, n'empêche pas les politiques de santé, n'empêche pas les politiques sociales. Et là-dessus, typiquement, il y a un véritable sujet, et c'est l'enjeu des politiques et de l'élection qu'on a aujourd'hui. Il y a une loi de 2009, sauf erreur, qui permet aux autorités groenlandaises de déclencher la procédure en vue de négociation avec Copenhague pour éventuellement un jour accéder à l'indépendance. Oui. Voilà, je me trompe pas. C'est ça. À se demander, Dominique Simoneau, si ce désir d'indépendance est si fort, s'il est si partagé, pourquoi jusqu'ici on ne l'a pas déclenché ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi on en parle maintenant ? Je pense que c'est un enjeu naturel qui a déjà eu lieu aux élections précédentes. Enfin, c'est un enjeu normal des élections de parler de cette indépendance. Effectivement, comme le disait Mika, c'est une variable qui est plutôt une variable dans le temps. Il y a le parti Nalerak qui veut l'indépendance tout de suite maintenant, et j'allais dire un peu à n'importe quel prix. C'est le parti d'ailleurs qui a envoyé des représentants lors de l'investiture de Donald Trump. Ça en dit quand même pas mal. Oui, ça a fait dire à certains que si ce parti et ses alliés lancent le mouvement, c'est plié. On va être vendu aux États-Unis, c'est écrit, non ? Je n'irai pas jusque-là quand même. Très clairement, sur les sondages qui ont été faits depuis le mois de janvier 2025, histoire de voir un peu où on en est à l'instant T, très clairement, la très grande majorité des répondants disent systématiquement on ne veut pas devenir indépendant pour devenir ensuite américain. Mais la présence de cet indépendantiste à l'inauguration de Donald Trump, ça questionne. En fait, c'est très particulier parce que cet indépendantiste en question, si on rentre dans le détail, là on parle de Kuno Fencker, je fais très court, je vous promets, c'est en fait un membre du Parlement pour le parti Siumut, qui faisait partie de l'alliance gouvernementale Siumut Inuit Ataqatigiit, mais dans cette alliance, Siumut était le parti junior, était le deuxième parti de l'alliance. Siumut est le parti historiquement au pouvoir depuis 1979. C'est eux qui ont eu majoritairement, tout simplement, le pouvoir, et ce sont eux qui ont libéralisé ou qui ont tenté de libéraliser l'extraction de l'uranium à partir de 2013. Dans ce contexte-là, Kuno Fencker se rend effectivement aux États-Unis de sa propre initiative, va parler dans différents podcasts, etc., de l'alt-right américaine, est à l'investiture de Donald Trump, et effectivement, ici, qu'est-ce qui se passe ? Il est viré du parti. Et donc, aujourd'hui, lui et son ex-compagne ont quitté le parti, et sont partis dans le parti le plus radical, enfin l'un des plus radicaux, Nalerak, qui est celui qui effectivement monte, parce que ce sont eux qui disent très clairement il faut qu'on soit indépendant, quel que soit le prix, on négociera, on verra après. Une riche vie politique indépendantiste groenlandaise. James, sur cette question de l'indépendance, quels seraient aujourd'hui les intérêts pour le Groenland ? Notamment, il y a la question des ressources, pouvoir disposer de ses propres ressources, mais vous le disiez, c'est pour l'instant un territoire qui n'est pas capable, qui a besoin encore de subventions. Effectivement, un peu plus de 500 millions d'ailleurs de la part du Danemark, 550 millions chaque année. Non, le problème des ressources effectivement du Groenland, d'abord, c'est la difficulté d'y accéder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a d'abord, pour bien poser les bases, il n'y a que 2 mines qui fonctionnent au Groenland. Il y a une mine d'or qui se trouve tout à fait au sud, qui s'appelle Amarok Minerals, et il y a une mine d'un produit qui s'appelle, je m'excuse, je vais le lire, l'anorthosite, merci, qui s'appelle Lumina, qui se trouve plus au nord. Quand vous regardez ce que disent les patrons de ces mines, notamment celui de Lumina, ils vous expliquent que quand il fait froid, vous avez le fluide hydraulique dans les machines qui se met à devenir épais comme du beurre. C'est-à-dire que les challenges techniques sont extrêmement compliqués. Si vous prenez la mine d'or, ils sont obligés d'être complètement indépendants. Il faut qu'ils produisent leur propre énergie, qu'ils aient leur propre transport, qu'ils aient... Donc, si vous voulez, travailler au Groenland, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors après, vous me direz, mais la glace est en train de fondre. Voilà. Ensuite, il faut se souvenir que le Premier ministre Egede, qui a été élu aujourd'hui, a été élu sur une plateforme plutôt écolo. C'est-à-dire que d'une manière générale, les Groenlandais sont très attachés à leur mode de vie, à l'écologie. C'est vrai que quand j'étais à Ittoqqortoormiit, j'ai rencontré un monsieur qui avait passé 8 années au Danemark, qui m'a dit, écoutez, je suis rentré, je n'en pouvais plus du bruit, du monde, de la pollution. Et c'est vrai que c'est peut-être la chose, moi, qui m'a le plus frappé. Vous êtes à Ittoqqortoormiit, vous avez une qualité de silence absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un côté très, très, très paisible. Après, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, bon, enfin, vous voyez, c'est un autre monde. Il n'y a pas un arbre. C'est le concept à ce niveau
niveau-là n'existe plus. Ça gèle tout le temps. Bref, c'est très dur d'atteindre ces ressources et la population est globalement hostile. C'est-à-dire que, pour vous dire, le Premier ministre, et je fais vite, a fait fermer notamment un projet qui était pour faire de l'extraction. Donc c'était Energy Transition Project qui avait investi $100 millions pour créer une grande mine. Eh bien, le Premier ministre actuel a mis ce projet complètement à l'arrêt. Tout simplement parce que la population était inquiète, parce que très souvent il y a de l'uranium, ils avaient peur qu'il y ait des radiations, et donc le projet a été arrêté. Donc c'est vous dire que la population groenlandaise, voilà, pour finir, est très écolo et n'est pas forcément en accord avec le fait de venir extraire toutes les ressources naturelles. Donc si je résume ce qu'on s'est dit jusque-là, Donald Trump lorgne sur un territoire qui veut être indépendant mais qui ne veut pas nécessairement être américain. Il lorgne sur des trésors qui existent aujourd'hui dans le sous-sol, c'est les fameuses terres rares notamment, mais il y a aussi de l'or, il y a sans doute des hydrocarbures, mais qui sont aujourd'hui, même si la glace fond et que ça les rend un peu plus accessibles, encore très compliqués à obtenir, c'est ça ? Puisqu'on a le temps, mais je vais faire court quand même. En fait, quand en 2009, nos amis groenlandais obtiennent la possibilité d'avoir le contrôle de leurs ressources naturelles et en particulier bien sûr de leurs ressources minières, évidemment il y a eu tout un appel d'air d'investisseurs du monde entier, que ce soit des Chinois, des Australiens, des Américains, des Canadiens, des Européens, pour justement investir. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la première industrie qui était mise en avant par justement les turiféraires de l'indépendance rapide, qui à l'époque était justement chez Inuit Ataqatigiit, donc le parti actuel de Mutsi-Egede, mais c'était une autre génération, et bien tout simplement c'était l'exploitation d'une part de l'eau, c'est-à-dire l'eau des glaciers qui fondent de la calotte de glace, et donc l'exportation vers les zones hydriques en stress, donc c'est-à-dire typiquement l'Afrique subsaharienne, typiquement le Moyen-Orient, etc. Et l'autre sujet, c'était d'exploiter effectivement le pétrole et le gaz. C'était ça qui était le premier sujet. Il y a eu des investissements de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par des boîtes européennes notamment. Ils n'ont jamais rien trouvé commercialement exploitable. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez des estimations qui, d'un point de vue géologique, vous disent il y a du potentiel, que ces ressources-là, que ce soit minière, que ce soit du pétrole, du gaz, sont suffisamment concentrés pour être commercialement exploitables, que ce soit rentable. Et donc, dans ce contexte-là, le pétrole a été abandonné, le gaz ne s'est même pas lancé, parce que le pétrole, ça marchait déjà pas. Puis ensuite, il y a eu le secteur minier, avec la mine notamment de Quanersuit, ou en danois Kvanefjeld, qui s'est lancée, qui est une mine au sud du pays, donc c'est moins difficile que de l'exploiter que dans d'autres territoires du Groenland. Mais fondamentalement, c'est une mine où effectivement, vous allez extraire des terres rares, donc c'est-à-dire une famille de 17 métaux qui sont indispensables pour le secteur des semi-conducteurs, qui sont indispensables pour le secteur des batteries, etc., etc. Mais vous allez aussi avoir de l'uranium qui va être imbriqué dans le minerai que vous allez sortir. Et cet uranium-là, il fait peur. Effectivement, il fait peur aux Groenlandais. Et le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est pas tellement que les nouvelles générations qui sont arrivées au pouvoir depuis cette époque-là, donc sur les 15 dernières années, sont plus écolos qu'avant. C'est juste qu'ils font un choix politique de dire on préfère le développement du tourisme, on préfère le développement de la pêche, on préfère le développement même de l'extraction des sables granuleux pour faire des ciments à l'autre bout de la planète, plutôt que d'aller chercher les matières minérales pétrolières ou gazières les plus polluantes qui pourraient, s'il y avait une catastrophe environnementale, impacter toutes ces autres industries. Donc en fait, c'est pas tant que l'animisme teinté de christianisme ou de christianisme teinté d'animisme qui existe au Groenland a rendu les Groenlandais plus écolos qu'ailleurs, c'est aussi comment préserver une manne financière sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Groenland vit de la pêche et du tourisme, et puis des subventions qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, Dominique Simoneau. Oui, je crois qu'il y a un point qu'il faut peut-être un peu clarifier sur le bénéfice pour le Groenland de ces potentielles ressources minières. On entend souvent dire mais il faudrait qu'ils aient la compétence. Je pense que c'est pas le bon sujet. Ce qui est important, c'est que depuis 2009, ils sont parfaitement maîtres des revenus liés à cette exploitation. Par contre, il y a le problème de la compétence, et vous l'avez très bien cité, pour aller extraire, déjà ne serait-ce que pour aller explorer et ensuite pour aller exploiter, il faut des grandes compétences. Et je pense que les Canadiens, de ce point de vue-là, sont très bien placés puisqu'ils ont la compétence d'extraction minière dans le Grand Nord, qui est un problème très spécifique. Donc, ils peuvent très bien, les Groenlandais peuvent très bien faire appel à des sociétés venant de n'importe où dans le monde, qu'elles soient australiennes ou canadiennes, mais ils en auront pour autant totalement le bénéfice par le biais des royalties, des taxes, etc. Donc, sans tout autant maîtriser eux-mêmes les technologies.
Alors, ce qui se joue, si c'est pas de pouvoir, si c'est déjà acté de posséder leurs propres ressources, quel est l'intérêt de l'indépendance pour les Groenlandais Moi, je pense que c'est vraiment culturel et politique à ce niveau-là, très clairement. C'est-à-dire qu'ils veulent s'émanciper du Danemark. Après, simplement pour revenir sur un instant, l'objectif pour les Américains, c'est évidemment les ressources, mais ça c'est quand même à long terme, et d'asseoir ils veulent asseoir une souveraineté quelque part, ou en tout cas, comme ils disent, de get the Greenland. Bon, le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez, il faut du temps, il faut asseoir son influence dessus. Et l'autre objectif, c'est d'empêcher les Chinois d'arriver, par contre. Ça, c'est-à-dire que c'est une bataille qui se joue. Mais par rapport aux Groenlandais eux-mêmes, oui, ils sont attachés à un mode de vie, ils sont attachés effectivement à une certaine manière de vivre, et très attachés, et ils tiennent quelque part à la défendre, mais ils veulent la défendre de tout le monde, y compris du Danemark. C'est une petite communauté, 56 000 personnes, c'est rien. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils sont attachés à leur façon de faire, à leur manière de vivre, mais dans le même temps, ils ont des défis immenses, malgré tout. D'ailleurs, pardon, je fais une petite parenthèse dans toutes ces questions géopolitiques, géostratégiques, pour parler des hommes, Dominique Simoneau, et c'est aussi pour ça qu'on est content de vous avoir sur ce plateau. Vous faites partie de ceux qui vous faites découvrir cette culture des hommes et des femmes du Grand Nord à ceux qui ne la connaissent pas. Si vous deviez nous raconter à nous qui n'y connaissons rien, ce que c'est que la culture inuite, sa force, sa richesse, ce qu'elle a apporté aujourd'hui, qu'est-ce que vous en diriez à des gens comme nous, en tout cas comme moi, qui ne les connaissent pas? Vaste question. Je pense qu'ils ont cette forme d'être capables d'intégrer, d'assimiler des éléments extrêmement différents de ce que l'homme peut assimiler. C'est-à-dire qu'ils sont à la même temps très, très attachés. Alors surtout dans les petits villages comme Ittoqqortoormiit, où là, c'est vital que de savoir maîtriser les techniques traditionnelles, vraiment vital, parce que sinon, vous n'avez accès que à la nourriture du supermarché qui est hors de prix, qui est extrêmement mauvaise d'un point de vue nutritif. Donc il vous faut absolument remplir le congélateur avec du gibier, donc il faut maîtriser l'attelage de chiens, il faut maîtriser le déplacement dans une nature très exigeante. Et non pas hostile. Et dans le même temps, ils sont parfaitement dans le 21e siècle, dans la modernité, ils sont très à l'aise, je dirais, dans ces deux pôles qui, pour nous, semblent contradictoires. Et eux, ils en font vraiment une symbiose parfaite. Alors surtout, je dirais, évidemment, c'est mon cœur qui parle, surtout dans ces petits villages beaucoup plus isolés, qui d'ailleurs sont un peu mis à mal aussi, et ça c'est quelque chose dont on parle peu, mais ils sont mis à mal par le pouvoir groenlandais qui est à l'ouest, qui impose sa culture dominante, qui impose sa langue à l'école. Il y a aussi, alors je ne vais pas aller jusqu'à parler de néocolonialisme, mais il y a quand même une mainmise culturelle aujourd'hui de la côte ouest dominante sur les petits villages, avec je dirais, un axe conducteur qui est de vider ces petits villages. Et d'ailleurs, il y en a déjà eu beaucoup qui ont été fermés, y compris sur la côte ouest, parce que ces petits villages, comme vous le citiez très bien, dépendent essentiellement des subsides de l'État. Michael Bujour-Meren ? Il y a une géopolitique interne au Groenland, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais la calotte glaciaire dont on parle, qui recouvre 80% du territoire, elle crée finalement un outre-mer dans l'outre-mer, ou en tout cas ce qu'on va qualifier de multi-insularité. Quand vous êtes en Guadeloupe et que vous allez à Marigalande, vous passez d'une île à une autre. Quand vous êtes au Groenland, que vous êtes à Nuuk et que vous essayez d'aller à Ittoqqortoormiit sur la côte est, c'est 2 jours de trajet si vous avez les avions qui se goupillent bien. Et c'est donc un autre monde, une autre culture, une autre langue, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout un débat sur les élections municipales qui arrivent le 1er avril, juste après les élections d'aujourd'hui. On fera une autre émission spéciale parce que maintenant on va suivre toutes les élections en Groenland. Mais c'est important parce que Donald Trump va jouer aussi forcément là-dessus. Parce que quand vous avez des communes, comme par exemple la commune de Semersorq, qui justement groupe d'une part la capitale qui est à l'ouest, Nuuk, 20 000 habitants, et va de l'autre côté de la calotte glaciaire statutairement jusqu'à Ittoqqortoormiit, 400 habitants, et que cette commune a
plusieurs fois dans l'histoire récente, expliqué qu'il faudrait peut-être fermer les villages de l'Est parce que ça coûte une blinde, parce que c'est trop compliqué à maintenir, mais que dans le même temps, on a les mineurs australiens, les mineurs européens, canadiens, américains qui disent non, il faudrait garder ces villages-là parce qu'on veut développer la mine de molybdène, parce qu'on veut développer les terres rares, parce qu'on veut développer le zinc. Fondamentalement, il y a une géopolitique qui, ensuite, vient alimenter les sujets liés à l'indépendance et à la velléité des Américains de prendre la main sur le Groenland dans son ensemble. Alors, je crois qu'on dit du Groenland que les températures y augmentent 3 fois plus vite que la moyenne dans le reste du monde. Je dis ça sous votre contrôle, Mika Blujon-Mérette. Vous l'avez évoqué, et c'est le dernier point dont je voudrais... dont j'ai envie de parler, je vais y arriver. La question des routes commerciales, là aussi permise par le réchauffement climatique. Et si Donald Trump lorgne sur le Groenland, c'est donc bien sûr pour son sous-sol, mais on a évoqué les réserves des uns et des autres, mais aussi parce que le Groenland, qu'il faut comprendre en regardant le globe par-dessus, ce qu'on ne fait pas trop ici en Europe, c'est une position stratégique essentielle aujourd'hui. Absolument essentielle. Et alors juste, je voudrais quand même qu'on réalise aussi à quel point cette glace fond vite et pourquoi d'ailleurs ça remet le Groenland au centre du jeu. Moi je me suis rendu à Etoquotormiit pour faire un sujet justement sur la fonte des glaces pour le coup. Il faut savoir que l'année en question, 2023, il manquait 25 km de banquise par rapport à ce qu'il y a habituellement. Le Scoresby Sound était, alors pas navigable à cette saison-là, mais est navigable maintenant l'été. C'est une nouveauté. Les populations, alors l'entrée l'était, mais on nous explique que ce que nous expliquent les locaux, c'est que maintenant ils ont des navires de croisière, qui sont des brise-glaces de croisière, qui arrivent avec un millier français notamment, c'est vrai, qui arrivent avec un millier de touristes à bord, que ces touristes viennent, qui se baladent dans le village, que finalement il y a pas grand-chose à faire, Etoquotormiit, je veux dire, une fois qu'on a vu le village, et qu'ensuite ils remontent à bord et qu'ils s'en vont. Les gens qui me disaient aussi qu'ils se plaignent des voiliers pour le coup de croisière qui viennent et qui rentrent dans le Scoresby Sound, mais juste sur le mode de vie très rapidement. Là où avant, ce que m'expliquait notamment Scoresby, que vous connaissez, c'est qu'avant, il fallait partir sur la glace jusqu'à l'embouchure du Scoresby Sound pour pouvoir chasser, notamment lorsqu'il était gelé. C'est-à-dire qu'on partait en chien de traîneau avec toute la famille. On installait une tente, on chassait plusieurs jours sur le front de mer, d'eau, donc le bout de la glace, de manière à collecter suffisamment de bêtes qu'on devait découper sur place pour ensuite les ramener et on partait en famille. Aujourd'hui, eh bien, en fait, on prend un bateau. C'est-à-dire que juste à côté, juste à l'embouchure, je me souviens plus exactement du nom du petit village qui se trouve... Merci. Unartorp. Et bien de là, vous prenez un bateau et vous allez pêcher directement. Sachant qu'il y a une obligation légale d'utiliser des chiens de traîneau quand vous êtes sur la glace. Mais donc, la vie change rapidement en réalité, avec une crainte des gens qui sont pour le tourisme d'ailleurs, d'autres qui le sont beaucoup moins, qui se plaignent du nombre de bateaux qui arrivent, d'autres qui voient des opportunités. J'avais rencontré un conseiller municipal qui me disait qu'il voulait construire un aéroport, etc. Voilà, c'est vous dire à quelle vitesse ça change. Et évidemment, ça a des impacts. Alors, ça change très vite. Il nous reste plus que 3 minutes pour évoquer cette question quand même vraiment très importante, Mika Blujon-Mérette, sur le fait que cette fonte des glaces remet ces routes commerciales polaires sur lesquelles vous travaillez depuis des années au centre du jeu. Et si Trump lorgne sur le Groenland, c'est aussi pour freiner les appétits de la Chine et ses fameuses routes de la soie polaires. Je vais essayer de faire très très court parce que, en fait, je pense qu'il y a un contresens majeur sur cette question des routes maritimes concernant le Groenland. J'entends beaucoup dans les médias français et pas que français évidemment, que Trump viendrait pour les routes maritimes. Le Groenland, s'il a une position géostratégique importante d'un point de vue militaire par rapport à la Russie notamment, et ça c'est voué à changer si effectivement les États-Unis sont dans un reversement d'alliance, soit dit en passant, et bien fondamentalement les routes maritimes de l'Arctique qui se développent sur les 20 prochaines années sont le long des côtes norvégiennes et le long des côtes russes. Donc rien à voir pour le coup avec le Groenland. Les routes maritimes autour du Groenland sont les deux routes maritimes, que ce soit la route transpolaire par le pôle au centre de l'océan ou la route du nord-ouest qui aujourd'hui n'est pas utilisée, qui est peu utilisable à travers l'archipel canadien et le long des côtes alaskiennes. Fondamentalement, ce sont les deux dernières routes qui vont se développer dans cette zone arctique, pas avant la fin du siècle. L'enjeu de Donald Trump aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord et avant tout, au-delà de la dimension identitaire, de la dimension politique, de la dimension pétromasculiniste, on peut en reparler en long, en large et en travers, c'est d'abord et avant tout cette question des ressources. Parce que faire une mine aujourd'hui de terres rares et d'uranium au Groenland, quand on est dans le sud, et je dis bien dans le sud du Groenland, sur le projet Quanersuit ou le projet Tandbris par exemple, ça prend 2 ans à construire
construire la mine. C'est plus si compliqué. Donc il n'est pas question de contrer les projets chinois de route de la soie arctique. Ce n'est pas le même sujet. Ce n'est pas le même sujet parce que c'est un sujet côté russe, côté norvégien. Le sujet aujourd'hui par rapport à la Chine, c'était que la Chine justement avait commencé à prendre la main mise sur les infrastructures minières, les projets miniers au Groenland. C'est bien ça qui est au cœur de tout. Aujourd'hui, les Chinois en sont absents. Pourquoi ils en sont absents? Parce que Donald Trump avait fait ce coup de boutoir en 2019. Et les Chinois en sont partis. Ils attendent simplement le bon moment pour revenir, soit dit en passant. Si on prend la côte est du Groenland, ça me paraît important de le signaler, c'est une zone qui est très peu peuplée, sur laquelle il y a beaucoup de ressources. Il y a un risque également identifié de longue date par l'armée américaine que les Russes puissent potentiellement y positionner des capacités, et c'est la raison pour laquelle les Américains comme les Danois travaillent de concert, notamment avec la patrouille Sirius sur cette zone est du Groenland pour empêcher que justement ça devienne une zone désertique où grosso modo n'importe qui puisse en théorie essayer de s'y installer. Fondamentalement, tous ces éléments-là, c'est ça le Groenland dans sa géopolitique moderne. Territoire, c'est pour boucler la boucle, ce qu'on disait au début de cette émission, Dominique Simoneau, territoire sublime, une certaine expérience du silence et des appétits dans tous les sens. Ça donne quelque chose de très particulier sur cet endroit du monde. Le plus bel endroit du monde. Après la Bretagne, évidemment. un mot, James, pour conclure, quelle que soit l'issue du scrutin, personne n'imagine que Trump, vous qui travaillez beaucoup dessus, renoncera à ses ambitions? Non, je pense que les Américains ne renonceront absolument pas à leurs ambitions. Je pense qu'ils sont tout à fait déterminés. Je pense que c'est très sérieux, parce qu'il y a des gens qui ont balayé ça d'un revers de main en disant n'importe quoi. Ouais. Non, c'est tout à fait faisable. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que, étant donné la posture de l'Union européenne sur l'indépendance des peuples, sur leur droit à l'autodétermination, ça va être très compliqué d'aller défendre ce Groenland danois, tout simplement parce que la volonté du peuple est de s'en émanciper. Donc politiquement, comment faites-vous pour venir dire si, faut que vous restiez avec nous sans avoir l'air néocolonialiste. Donc c'est un jeu politique qui va être extrêmement complexe pour arriver à trouver le bon message et pour pouvoir conserver, on va dire, cette alliance avec l'Europe plutôt que de voir partir le Groenland vers les États-Unis. Merci beaucoup, James André, grand reporter ici à France 24. C'était passionnant. Merci beaucoup, Mickaël Blujon-Meyret. Plaisir de vous recevoir sur ce plateau, auteur de Les Mondes Polaires, qui est sorti aux presses universitaires de France. Merci beaucoup, Dominique Simoneau. Expérience Inuit, cofondatrice de l'association Diagonale Groenland. Voilà, j'espère ne pas avoir accumulé trop de clichés. Merci beaucoup de nous avoir emmenés dans ce territoire assez méconnu quand même pour néophytes que nous sommes. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.